La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Oui, la vaste majorité des gens devraient investir dans des FNB indiciels, mais si vous êtes ici, si vous prenez le temps d'écouter le podcast à chaque semaine, c'est probablement parce que vous ne faites pas partie de la majorité, vous voulez en apprendre plus, la bourse vous intéresse, vous suivez l'actualité économique et vous visez peut-être un rendement qui est supérieur à celui des fonds indiciels. Et c'est exactement pour ça que dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ça peut être intéressant de faire du stock picking, c'est-à-dire d'acheter des actions individuelles plutôt que d'investir simplement dans un fonds indiciel. Et évidemment, la portion stock picking, c'est pas obligé que ce soit pour tout votre portefeuille non plus. Ça pourrait être pour une petite partie, un 5, 10, 15, 20% que vous décidez d'investir dans des actions individuelles. Mais là, avant de parler de stock picking, faut être honnête, l'approche indicielle, c'est statistiquement la meilleure option pour la majorité des investisseurs autonomes. Vous achetez un FNB qui reproduit un indice boursier comme le S&P 500, le Nasdaq ou encore l'indice canadien, le TSX 60, et vous vous retrouvez automatiquement avec une certaine forme de diversification et les frais de gestion pour ce type de fonds-là, ils sont négligeables. On parle de 0,1 à 0,2%, tout dépendamment c'est quoi le fonds et c'est qui la compagnie qui l'offre. Par contre, il faut réaliser qu'à force de vouloir réduire les risques au minimum, la surdiversification, ça peut venir diluer les rendements que vous allez obtenir sur le long terme. Et je vais vous parler d'un mythe qui est encore bien ancré chez beaucoup d'investisseurs et c'est l'idée que plus vous vous diversifiez, plus vous avez une grande exposition à un nombre élevé d'actions, mieux va se porter votre portefeuille. Et en termes de rendement, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, je peux vous donner un exemple concret. Vous connaissez sûrement le FNB VEQT. C'est Vanguard qui offre ça. Et c'est un fonds qu'on appelle un fonds tout en un, qui est souvent recommandé aux investisseurs passifs qui veulent investir dans quelque chose de simple et qui est diversifié mondialement. Et VEQT, c'est un FNB qui est composé de 4 fonds indiciels, ce qui lui donne une exposition de 45% aux actions américaines, 30% au marché canadien et le reste, le 25% restant, c'est réparti entre l'Europe, le Japon et les marchés émergents. Et ensemble, ces 4 fonds-là, ils vous donnent une exposition à plus de 13 000 actions à travers le monde. Et c'est là que, pour moi, le problème commence. C'est-à-dire que cette diversification-là, nécessairement, elle vient diluer vos rendements sur le long terme. Juste à comparer VEQT avec VFV, donc VFV qui est un fonds indiciel qui reproduit le S&P 500. Dans ce cas-là, on parle des 500 plus grandes compagnies américaines, dont évidemment les big tech comme Microsoft, Apple, Meta, Google. Et évidemment, en ayant une exposition aux compagnies les plus profitables et les plus dominantes dans le monde, vous allez voir que le fonds qui a seulement 500 actions, il a donné un meilleur rendement que le portefeuille ultra diversifié avec pas loin de 13 000 titres. Et là, je compare deux FNB. C'est sûr que la différence ne sera pas énorme non plus, surtout considérant le fait que VEQT, il y a quand même un 45% qui est justement exposé au marché américain. Donc, il y a pratiquement la moitié de VEQT qui est justement lié directement à VFV. Mais si on compare ça maintenant à un portefeuille concentré de 25 à 30 actions que vous avez choisies vous-même et que vous avez achetées en pleine correction boursière, oui, dans ce cas-là, techniquement, le risque global de votre portefeuille est plus élevé, mais de l'autre bord, le potentiel de rendement, lui aussi, il est beaucoup plus grand. Il faut savoir que si vous détenez 20 à 25 titres qui ne sont aucunement corrélés ensemble, donc c'est-à-dire qu'il y a une diversification autant
sectoriel, en termes de classe d'actifs, en termes de secteur d'activité, d'industrie, tout ça. Et si vous avez 20 à 25 titres qui ne sont aucunement corrélés ensemble, à ce moment-là, en ajoutant d'autres titres à votre portefeuille, l'effet de la diversification supplémentaire, l'effet est vraiment marginal. C'est-à-dire que de toute façon, il va toujours rester le risque systématique qui est lié au marché financier. Et comme vous le savez, de mon côté, je cherche à battre le marché, c'est-à-dire que je veux surperformer l'indice de référence et c'est ça qui me pousse à faire du stock picking et j'investis pas à ce moment-là dans des FNB, j'achète uniquement des actions individuelles et là, attention, est-ce que je recommande ça à monsieur, madame, tout le monde? Évidemment, la réponse est non. Ce serait absurde de penser que n'importe qui peut s'improviser investisseur autonome puis faire juste des bons achats puis aller surperformer l'indice de référence. Par contre, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il est impossible de surperformer le marché. Il y a des investisseurs reconnus qui l'ont déjà fait, il y a des hedge funds qui y sont déjà parvenus. On peut penser à Peter Lynch, à Warren Buffett, à Joel Greenblatt, Bill Ackman, Terry Smith, il y en a bien d'autres qui ont réussi à le faire, mais sont juste jamais devenus célèbres. Et au fait, ça m'amène à vous parler de l'argument le plus répandu contre le stock picking. En fait, c'est une statistique qu'on entend partout et qui dit que 80% des gestionnaires de fonds sous-performent leur indice de référence. Et oui, c'est 100% vrai. Il y a plusieurs études qui démontrent que sur une période de 10 à 15 ans, 80 à 90% des fonds mutuels gérés activement y génèrent un rendement net de frais inférieur au marché. Et à partir de ces études-là, tout le monde s'empresse de dire « Tu vois bien, même les professionnels n'arrivent pas à battre l'indice, alors comment ça serait possible pour un petit investisseur de faire mieux que ça? » Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ces études-là, ils analysent des gestionnaires institutionnels qui ont des contraintes énormes au niveau de la gestion de leur portefeuille, quelque chose que nous, en tant qu'investisseurs autonomes, on n'a pas. Premièrement, de votre côté, vous gérez votre argent et non pas celle de vos clients, donc vous n'avez personne à satisfaire, vous n'avez pas de compte à rendre à chaque fin de trimestre, ce qui fait en sorte que vous pouvez garder une vision long terme au lieu d'essayer de performer sur une base trimestrielle pour garder l'argent de vos clients qui sinon vont aller vers un autre gestionnaire qui a fait mieux dans le passé. Vous n'avez pas non plus un cadre réglementaire à respecter. Vous n'avez aucune contrainte par rapport à vos stratégies d'investissement, contrairement aux gestionnaires de portefeuille qui, eux autres, sont extrêmement limités vis-à-vis ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas investir dans n'importe quoi. Souvent, il va y avoir un market cap minimum, c'est-à-dire une capitalisation boursière, des ratios sectoriels à respecter, il va y avoir des questions de liquidité, etc. Et il y a également la taille de l'actif sous gestion qui rajoute un coefficient de difficulté énorme. Tu sais, avec un fonds de 10 milliards, c'est pas mal plus difficile d'aller chercher un gros rendement là-dessus. En partant, il faut des actions très liquides pour qu'un fonds arrive à prendre une position de 100 millions de dollars, tandis que nous, si on prend des positions de 5 000, 10 000, 50 000, même 100 000, on n'a pas besoin de gérer la question de liquidité, tandis qu'eux autres, ils peuvent pas acheter ou vendre en une seule transaction. Il faut qu'ils passent par des phases d'accumulation et de distribution. Et surtout, il ne faut pas oublier que les gestionnaires, ils facturent généralement des frais de gestion entre 1 à 2%, ce qui bouffe une partie de la performance du fonds. Et c'est pour ça que dans la plupart des cas, net de frais, le rendement des fonds gérés activement sous-performe l'indice de référence. Donc, en résumé, les petits investisseurs autonomes, ils ont un avantage en termes de liberté vis-à-vis la gestion de leur portefeuille et l'étude par rapport aux fonds mutuels qui sous-performent le S&P 500. Pour moi, oui, c'est un argument en faveur des fonds indiciels par rapport aux fonds gérés activement. Donc, entre les deux, opter pour un fonds indiciel. Mais de l'autre côté, ces études-là, elles ne viennent pas discréditer le fait qu'un investisseur de détail
pourrait effectivement arriver à battre l'indice sur le long terme. Les études comparent des fonds gérés activement par des professionnels avec la performance de l'indice de référence. On ne parle pas ici d'investisseurs autonomes qui ont toute la liberté de gérer leur portefeuille comme ils veulent. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler des livres de Peter Lynch. Et Peter Lynch, il explique bien l'hypothèse que les investisseurs individuels ont la possibilité de battre les pros de Wall Street. Et je vous rappelle que Peter Lynch, c'est lui qui a géré le fonds Magellan chez Fidelity. Il a obtenu un rendement annuel moyen de 29% de 1977 à 1990. Et comme je vous dis dans ses livres, il explique que les investisseurs de détail ils ont un gros avantage par rapport aux analystes et aux gestionnaires de portefeuille. Il explique qu'il est possible pour un investisseur autonome de battre les professionnels en suivant son approche. Et en résumé, ça consiste à investir dans ce que vous connaissez, dans des produits que vous utilisez et que vous comprenez. Logiquement, Peter Lynch explique aussi que c'est pas juste de dire « j'aime le produit, donc j'achète les actions à n'importe quel prix ». Faut que vous soyez capable d'analyser les chiffres, faut être capable d'interpréter les états financiers, mais le concept de base, c'est que l'investisseur autonome qui est un client qui voit la réalité derrière l'entreprise, qui utilise ses produits, qui voit qu'elle se démarque vis-à-vis les autres, ben ça peut attirer son attention vers une entreprise potentiellement intéressante, mais par la suite, il faut être capable de faire l'analyse fondamentale de cette compagnie-là. Et malheureusement, c'est pas ça que la majorité des gens y font quand ils décident d'investir en bourse pour la première fois. Le gars qui achète des actions de Lion Électrique juste parce que le gouvernement y annonce un investissement là-dedans, il n'a pas réellement fait ses recherches. Et même principe pour le gars qui met de l'argent dans Prime Drink à 15 cents par action parce qu'il a vu Olivier Primo faire une story là-dessus. Il n'a pas réellement analysé l'entreprise avant de devenir actionnaire. Et c'est triste parce que c'est en se fiant sur ce type de décision-là que le monde arrive à la conclusion que la bourse, c'est très risqué puis que c'est mieux de laisser la gestion de ses placements à des professionnels. Et encore là, ce n'est pas complètement faux non plus. Si vous pensez pouvoir investir dans n'importe quelle action sans faire vos propres analyses, en effet, vous ne devriez pas gérer vous-même votre portefeuille et encore moins faire du stock picking. Et c'est drôle parce que le monde, ils vont magasiner un barbecue à 1000$ pendant des semaines, ils vont faire des recherches, ils vont faire des comparatifs, ils vont aller lire des reviews, mais quand c'est le temps d'investir, ils achètent des actions sur un coup de tête parce qu'il y a un inconnu sur un groupe Facebook qui a dit que l'action allait monter to the moon. Et d'ailleurs, quand je parle d'acheter des actions individuelles, je fais pas référence à acheter des penny stocks de compagnies inconnues ou d'essayer de trouver le prochain Apple ou le prochain Amazon. Faire du stock picking, ça peut être aussi simple que d'acheter des actions durant le crash de 2020 ou d'acheter des actions dans le secteur technologique durant le bear market de 2022. Sinon, l'exemple le plus récent, c'est la correction qui est liée aux tarifs réciproques de Trump qui nous a offert plein de belles opportunités assez récemment. Et de mon côté, durant toutes ces périodes de panique générale, ben, j'ai acheté des actions individuelles et la beauté du podcast, c'est que justement, toutes mes transactions, elles sont documentées depuis 2019. Comme ça, ben, vous pouvez savoir quelle action que j'ai achetée, à quel prix je l'ai pognée. Vous pouvez également retourner écouter les épisodes en février-mars 2020 pour voir ma réflexion à ce moment-là. Même principe durant l'été 2022. Même chose pour mars-avril 2025, qui est tout récemment, où j'ai pris mes dernières positions pour mon portefeuille à long terme. Il faut le répéter, faire du stock picking, c'est pas en regardant le graphique du prix de l'action puis en faisant de l'analyse technique. C'est pas une question non plus de formule miracle pour arriver à calculer la valeur intrinsèque d'une compagnie. C'est une question de comprendre le modèle d'affaires, d'identifier son avantage concurrentiel et de cibler des entreprises qui affichent une forte solidité financière pour qu'elles soient en mesure de survivre à des périodes économiques plus difficiles. Et bref, évaluer une entreprise avant de devenir actionnaire, c'est une compétence qui se développe. Et là, pas besoin d'être un CFA ou d'avoir un MBA
pour trouver des entreprises profitables qui se démarquent des autres et qui affichent une excellente santé financière. Oui, il faut faire des recherches, il faut lire beaucoup, il faut connaître une couple de ratios financiers, il faut savoir quoi regarder, mais encore une fois, c'est pas une question d'être un génie ou un pro de la finance, mais je tiens quand même à préciser que même en faisant des analyses rigoureuses, en faisant vos devoirs, ça ne veut pas dire que vous allez jamais vous tromper non plus. Je veux dire, j'ai acheté du Intel et du TELUS et encore aujourd'hui, ces positions-là sont dans le rouge. Par contre, j'ai aussi acheté du Netflix, du Meta et du Microsoft, des actions qui ont grimpé de 200 à 400% en quelques années. Au fait, si vous voulez apprendre à bâtir votre propre portefeuille et comment identifier des opportunités d'investissement pour le long terme, j'ai une offre exclusive pour les auditeurs du podcast. En fait, c'est pour le Back to School. J'offre un code promotionnel qui donne 25% de rabais sur ma formation en ligne. Le code promo, c'est Finance360 tout collé. Et en bonus, en achetant la formation, je donne également gratuitement un abonnement d'1 an à mon infolette. Et c'est là que je partage les titres de mon portefeuille, mes transactions, mes analyses et les actions qui sont sous mon radar. Donc le code promo et le lien pour vous inscrire à la formation, ils vont être dans la description de l'épisode. Et à noter que le code promo il est valide jusqu'au 19 septembre. Et pour conclure l'épisode, je ne suis pas en train de dire que vous devriez vendre vos FNB ou que l'approche indicielle ne fonctionne pas. Au contraire, je le répète, les fonds indiciels, c'est la meilleure façon d'investir en bourse pour la vaste majorité du monde. Mais si les marchés boursiers vous passionnent et que vous êtes prêt à mettre du temps sur la gestion de vos placements, vous pourriez opter pour du stock picking. Ça peut être pour votre portefeuille au complet ou pour une portion de votre portefeuille. Encore là, c'est à vous de déterminer le pourcentage que vous souhaitez investir dans des actions individuelles. Mais dans tous les cas, honnêtement, si vous visez une meilleure performance que le S&P 500, c'est sûr que vous allez devoir accepter un peu plus de volatilité et surtout, il va falloir faire vos devoirs, faire vos recherches, lire des états financiers, des rapports annuels parce que oui, c'est possible de battre le marché, mais il y a très peu d'investisseurs qui parviennent à le faire sur le long terme. Donc, soyez conscient de ça avant de vous lancer dans le stock picking. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.